Je suis paléoanthropologue, donc paléo-ancien, anthropos l'homme, logos la connaissance, donc les sciences. Et tout de suite, on va balayer un cliché de croire que les paléoanthropologues, c'est des gens qu'on sort tous les 6 mois du musée de l'homme, ils ont une blouse blanche, une barbe blanche, ils sortent la naphtaline, ils sortent des propos incohérents et les remettent au placard pour 6 mois. Non. Non, en fait, nous autres, les paléanthropologues, on a toujours utilisé les nouvelles technologies qui émergeaient. Et il y a une raison toute simple pour ça. On a beaucoup parlé de Nietzsche, on a parlé de Gide, on a parlé donc de grands philosophes, de grands auteurs. Eh bien, un monsieur qui s'appelait Johann Goethe avait créé le terme de morphologie. Et en fait, tous ces problèmes étaient posés depuis très longtemps sur les différences morphologiques qu'il y avait entre nous, les Homo sapiens ou les hommes de Néandertal. Pourquoi nous avons un menton, pourquoi les autres ont une barre osseuse au-dessus des yeux. Voilà, tout ça, ce sont des questions qui peuvent sembler de l'ordre de l'esthétique, mais pas du tout. Il y a derrière des problèmes extrêmement complexes en termes de morphologie, qui est l'étude de la taille et de la forme, et bien sûr de l'adaptation. Est-ce que ceci a une signification fonctionnelle ou pas? Alors pourquoi on n'a pas pu avancer? Parce que nous ne disposions pas des technologies. Moi, je suis diplômé de physique théorique, j'ai fait même de l'intelligence artificielle sans le savoir il y a une trentaine d'années. Et j'ai rencontré des copains qui avaient compris qu'en étant diplômé de physique théorique, je pouvais apporter des choses dans ce champ disciplinaire. À l'époque, pour les plus jeunes qui sont là, je programmais sur des cartes perforées. Okay, ouais, c'est la préhistoire, ça. Et en tant que physicien, bien sûr, je savais programmer. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, évidemment, j'ai mis en place une chaîne expérimentale qui n'avait jamais existé auparavant. Et grâce à un algorithme particulier d'analyse, nous avait permis à notre équipe de réaliser une analyse en une nuit, ce qui se faisait avant en 3 semaines, et surtout en phase dynamique. Je ne vais pas plus loin sur les aspects techniques, mais c'est pareil partout. Sur la génétique, sur l'imagerie virtuelle, sur l'imagerie cérébrale, les paléanthropologues, puisqu'ils sont confrontés à des sujets qui sont fort anciens et universels, évidemment, sont extrêmement attentifs aux évolutions technologiques. L'autre problème, c'est que d'un point de vue de notre évolution, on a beaucoup négligé l'impact des technologies sur nos sociétés. Beaucoup de philosophes, je ne vais pas les citer parce que comme je ne suis pas d'accord avec eux, donc je ne les citerai pas, notamment actuellement, considèrent que l'outil, c'est leur définition, c'est assez marxiste d'ailleurs, considèrent que l'outil, c'est, attendez, accrochez-vous pour le terme, une exosomatisation, ce qui veut dire littéralement que les outils prolonge l'activité de notre corps, qui prolonge l'action de la main, qui nous permettent d'aller plus vite. Donc en gros, la nature nous aurait légué quelques caractéristiques souvent exceptionnelles, je vous l'accorde, mais qu'on veut aller plus vite, on veut réfléchir plus vite, on veut traiter l'information plus vite, c'est l'intelligence artificielle et j'y reviendrai, et bien sûr que nous voulons avoir des actions plus précises, plus rapides. Non, c'est plus compliqué que ça. En définitive, on parle aussi d'objets idéaux. Il y a une coévolution, c'est le terme, entre nos univers technologiques, leurs usages, nos sociétés, mais aussi avec notre morphologie, la taille et la forme, avec notre physiologie, le fonctionnement de l'organisme, et également avec nos capacités cognitives. Il y a une jeune femme qui était à côté de moi lorsque j'étais assis, qui est là, je la vois pianoter à toute vitesse. Pourtant, génétiquement, on n'a pas changé en une génération ou deux, mais son cerveau ne fonctionne pas comme le mien. Parce qu'elle est, comme tous les jeunes dans cette salle, éduquée, adaptée, elle a vécu dans des univers qui sont ceux donc aujourd'hui du smartphone et de la connectivité, qui n'était pas le mien quand j'étais jeune. Et là, attention au cliché. Il y en a qui disent aujourd'hui, ah, les hommes de Cro-Magnon, c'est vous et moi, hein, Cro-Magnon. Hein. Les hommes de Cro-Magnon étaient moins intelligents que nous. Je leur demande pourquoi. Ben, ils n'avaient pas le smartphone. J'ai dit, écoute, n'importe quel couillon peut utiliser un smartphone. Le problème, c'est de le faire et de bien l'utiliser. Donc, si on commence comme ça, on ne va pas se marrer avec les intelligences artificielles. Cro-Magnon était en moyenne aussi intelligent que nous. Et aujourd'hui, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est dans le monde entier. Si on continue à utiliser ce qu'on appelle ces biais, de croire que les Chinois sont inférieurs à nous ou les Africains, je vous assure qu'on ne va pas rester longtemps, nous, en Europe, parmi encore les leaders du monde. Ça va à l'échelle mondiale. Et n'importe qui sur cette terre, n'importe quelle population peut effectivement se trouver leader sur certains aspects de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la première chose, que l'intelligence est partout.
Je vous dis ça parce que dans l'évolution, c'était ce que disait Charles Darwin, ne dites jamais supérieur ou inférieur. Dans ce monde qui change très vite, et je vais vous expliquer comment, si vous croyez supérieur, je peux vous dire que vous allez être foutu rapidement. C'est en train d'émerger de tous les côtés, dans tous les pays et dans les différents secteurs de la société, mais pas partout. Il y a beaucoup d'inégalités, mais cette inégalité n'est plus comme celle qu'on nous a enseignée entre l'Occident dominant le reste du monde. Elle est entre les pays, bien sûr, et au sein de chaque pays. Donc ça, déjà, c'est une nouvelle donnée. Pourquoi on a du mal à comprendre l'importance de ces technologies? D'abord parce que c'est les sciences. Les sciences, c'est les techniques, et pour la plupart des philosophes, surtout en France, c'est vulgaire. Donc, on tergiverse à savoir si l'intelligence artificielle elle est intelligente ou c'est de la cognition. Ça a été dit tout à l'heure par le présentateur, M. Loubet, c'est ça? Je n'ai pas fait d'erreur sur le nom pour une fois. C'est qu'en définitive, on passe son temps à ergoter sur les termes, alors que pendant ce temps, les choses avancent. Comment change ce monde? Les premiers hommes, vrais, qu'on appelle les Homo erectus, il y a 2 millions d'années en Afrique, ont inventé la deuxième coévolution. La première coévolution continue, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des relations extrêmement complexes que nous entretenons avec les organismes et surtout les micro-organismes qui sont autour de nous. Et c'est de là qu'on parle aussi de l'intelligence des écosystèmes. Parce que les écosystèmes entretiennent des relations complexes, peuvent s'adapter. Alors il n'y a pas de conscience là-dedans, mais en tout cas ce sont des mécanismes adaptatifs extrêmement élaborés que justement on commence à élucider grâce au big data et à l'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, on utilise des nouvelles technologies. Mais les hommes vont inventer cette deuxième coévolution en créant des environnements techniques et culturels et des usages qui vont modifier leur organisme, cette plasticité qui est la nôtre, et ça va extrêmement vite. Quand les Homo erectus inventent l'outil biface, absolument sublime, il y a de l'émotion, il y a de l'artistique, il y a de la recherche de la beauté, et ils inventent aussi le feu. Et le feu, c'est la cuisson. Et à partir de là, c'est pas pour la viande. En étant capable de détoxifier les nourritures végétales, de les attendrir, la dégradation de l'amidon, qui est une prédigestion, là, nous allons bénéficier de plusieurs choses. Premièrement, allègement des charges masticatrices. On a tous le souvenir d'un steak très coriace à la cuisine, ça fatigue pour le cours de français après la cantine. Deuxièmement, les aliments attendris sont prédigérés, notamment l'amidon va restituer, ça soit plus d'énergie. Or, il se trouve que notre cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Il y avait donc une espèce de barrière physiologique pour le développement du cerveau. Alors dans l'évolution, ce n'est pas parce que ça s'est fait que ça devait se faire, mais en tout cas ça s'est fait. Et là, en quelques centaines de milliers d'années, c'est quand même assez rapide à l'échelle de l'évolution, la taille corporelle va augmenter très vite, la taille du cerveau va doubler, une robustesse musculo-squelettique absolument étonnante. L'homme est l'espèce la plus endurante qui a jamais existé sur cette terre, et oui, ça peut vous surprendre. Et à chaque fois, explosion démographique et des conséquences à l'échelle mondiale, puisque évidemment les Homo erectus vont se déployer sur l'Afrique, bien sûr, l'Europe et l'Asie. Je ne vais pas faire toutes les périodes. Mais pour vous dire comme l'espèce humaine est plastique, quand les agricultures ont été inventées il y a à peu près 8-9 000 ans par rapport à aujourd'hui, alors ça a pris du temps, hein, ça a pris quand même 4 à 5 000 ans cette affaire-là, eh bien, en produisant des aliments, en les traitant, en les transformant, en les accumulant, et petit à petit en réduisant la diversité des aliments que nous consommions, eh bien nous avons connu une évolution qu'on n'avait pas soupçonnée. On connaît ça que depuis 2 ans. En gros, on a inventé le travail, la sédentarité, le début de ce qui n'est pas l'urbanisation, en tout cas les premières villes, et l'urbanisation c'est sympa, c'est des gens qui vivent ensemble. Alors c'est très bien pour l'histoire, c'est là qu'on communique, on échange de l'information. C'est pour ça que l'histoire se passe dans les villes. Mais les gens des campagnes ne sont pas plus bêtes que les gens des villes. Mais c'est dans les villes que les intelligences, les informations se rencontrent et s'échangent. Donc ça, c'est formidable. Mais l'évolution est toujours un compromis. Il y a des choses que vous gagnez et des choses que vous perdez, et ça, vous ne savez pas lesquelles. Et à partir de là, il se passe une chose étonnante, c'est que notre taille corporelle va diminuer de 10 à 15 cm et nous allons perdre 200 cm3 de cerveau. Oui. Monsieur et Madame Cro-Magnon, qui étaient des chasseurs-collecteurs, dans cette salle, personne ne les reconnaît, même pas moi, eh bien, ils étaient plus grands que nous, plus costauds, des masses musculaires et squelettiques beaucoup plus fortes et des cerveaux plus gros que le nôtre. Ma génération. Je fais partie de la génération des baby-boomers, enfin limite supérieure quand même. Vous pensez un seul instant que lorsqu'on a mis en place cette société que nous sommes en train de quitter après la Seconde Guerre mondiale, qui a été d'abord l'éducation généralisée, jusqu'à 16 ans.
Ça veut dire quoi? Ben, contrairement à mes grands-parents ou mes parents même, et la plupart de vos arrière-grands-parents dans cette salle, on n'allait pas travailler à 11 ans, 12 ans, 14 ans. Et à partir de là, en effet, on ne sollicitait pas les cartilages de conjugaison et on a gagné 10 à 15 cm de taille corporelle. On a aussi, ce qu'on a découvert récemment, augmenté le QI moyen de tous les pays qui se sont engagés dans cette modernité après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire évidemment l'Europe occidentale, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Nord, et bien sûr le Japon, Corée du Sud, et les autres ont suivi maintenant depuis quelques années. Eh bien, en fait, le QI a augmenté, ce qu'on appelle l'effet Flynn, de James Flynn. Par ailleurs, personne n'allait imaginer que ma génération allait gagner 20 ans à 25 ans d'espérance de vie. Ça a complètement plombé les comptes de la retraite par répartition, mais je peux vous assurer que les baby-boomers, on ne va pas lâcher. Il suffit de me suivre à moto, vous allez comprendre, on va être encore là un bout de temps. Vous allez tous avoir des voitures automatiques, autonomes, mais ceux qui vous doubleront, c'est nous. Parce que nous, on ne lâchera pas le volant. Hein. Parce qu'on n'est pas la même génération. Donc, mais ça, c'est une évolution comme jamais. Et à chaque fois que vous avez des conséquences comme ceci, je vous l'ai dit, conséquences démographiques, depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Une diversité générationnelle, on n'a jamais, vous allez le voir sur cette scène, on n'a jamais connu de société humaine avec 3, voire 4, bientôt peut-être 5, on verra, générations impactées par des régimes technologiques et d'apprentissage et de connaissances différents. Ce n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, et ça a été dit d'ailleurs, ça va très vite. Ouais, ça va vite, je suis d'accord. Mais lorsqu'il y a eu mai 68, en fait les 50 ans, la France a basculé dans la modernité. 2 ou 3 ans plus tard, auparavant, était sorti du Conseil des ministres sous le général de Gaulle, en 64 exactement, le TGV, Airbus et le nucléaire. Et après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, ça a été donc une modernité qui s'est installée, surtout pour les femmes, les lois Veil. Et la France a basculé dans la modernité en 12 ans. OK. Vous savez quand c'était venu, ça? Vous vous souvenez quand est arrivé le premier smartphone qui s'appelait le iPhone? C'était en janvier 2007. C'est Steve Jobs. Il arrive sur scène et il dit « I'm going to change the world ». Il n'a jamais dit comment ça allait changer. Et 2007, c'est un nouvel âge de l'humanité. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est l'arrivée du smartphone. Et deuxièmement, la majorité de la population humaine devient urbanisée. Vous mettez les deux en même temps. C'est un enjeu absolument énormissime aujourd'hui en termes d'économie, de politique et de développement. Ce sont les smart cities. J'étais hier donc, à Innovative Cities avec les gens du Technion et les gens de Soprestaria, donc qui est partenaire là aussi, donc sur ces questions-là. Et ça, c'est un nouvel âge de l'humanité. Et ça va effectivement aller plus vite que ce que j'ai déjà connu moi auparavant. L'autre chose maintenant, est-ce que nous sommes entrés dans un nouvel âge de l'humanité, notamment avec l'arrivée des intelligences artificielles? Et là, bien sûr, je vais faire comme tout le monde, je vais parler au singulier de l'intelligence artificielle, mais d'abord ce sont les intelligences artificielles, comme il y a des intelligences animales. Il va falloir que nous réfléchissions en termes de pluralité, de diversité, en gros, qu'on soit darwinien. Car depuis 2007, nous sommes rentrés dans un espace digital darwinien. Ça veut dire quoi, ça, l'espace digital darwinien? C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un monde, contrairement à celui que j'ai connu quand j'étais jeune, dans lequel ça change vite, nous en sommes les acteurs, mais personne ne sait où on va. Est-ce que beaucoup de personnes ici utilisent Twitter? Alors je sais que c'est has-been d'un point de vue générationnel, mais enfin bref. Le smartphone donc est arrivé en 2007. Ça fait combien de temps qu'on parle d'ubérisation de la société? Ça fait à peine 3 ans. Ça veut dire quoi? Contrairement à ce qu'on a connu depuis la première révolution industrielle, où là il fallait des capitaux importants, c'est les banques, pour payer des moyens de production importants, c'est les mines et les usines, dans lesquelles se négocie, c'est l'articulation du capitalisme, la force de travail ou les compétences en fonction des moyens de production fournis dans l'usine qui ont été payés par les financements, c'est comme ça le capitalisme. En gros, les nouveaux moyens de production nécessitaient de vrais plans, de vrais financements
et des stratégies qui impliquaient évidemment l'ensemble des pays et de ces institutions, organisations politiques. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer une application qui peut bouleverser tout un secteur économique et social. Et c'est bien ce qui est arrivé. Il y a un monsieur qui était à Paris il y a quelques années, il attendait un taxi, et le taxi n'arrive pas. Et il a décidé de créer une application, ça s'appelle évidemment Uber, d'où le terme d'ubérisation de la société. C'est comme ça qu'a émergé ce qu'on appelle l'économie des plateformes. Ce que les gens disent, c'est l'absence d'intermédiation. Non, ce sont de nouvelles intermédiations. C'est la différence. Sauf que ça ne coûte rien. Créer une application, ça ne coûte pas grand-chose. Et si vous avez une bonne application, et vous passez un certain seuil critique et que votre marché fonctionne, là, c'est ce qu'on appelle le coût marginal zéro. Le déploiement de votre marché va entraîner des bénéfices qui sont d'un ordre de proportion absolument énorme par rapport aux investissements qu'il faut consentir d'un point de vue structurel pour maintenir votre activité. Et c'est pour cette raison que, effectivement, les géants californiens sont les plus grosses capitalisations actuelles. Les géants californiens qu'on appelle les GAFAM, il y a aussi Microsoft, il y a aussi Twitter, etc. Eh bien, en effet, le signe d'un changement de société, c'est quand les nouvelles entreprises leaders de cette société qui changent deviennent celles qui dominent le marché. La capitalisation cumulée des GAFA, alors Google, c'est Alphabet en fait, Amazon, Facebook et Apple, c'est plus de 1 500 000 milliards de dollars. Mais on oublie les Chinois. Les BAX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, JD.com, eh bien oui, c'est la même capitalisation. Et je peux vous dire que d'ici 2025, avec les efforts, d'après toutes les études que j'ai vues, bien sûr, je ne suis pas devin, d'investissement des Chinois, eh bien, ils seront certainement, d'ici 2025, à la fois les leaders sur l'intelligence artificielle, enfin mais également sur, peut-être, ce qu'ils annoncent déjà, les nouveaux ordinateurs quantiques. Et là, évidemment, je suis surpris que dans tous les commentaires, tout le monde parle des GAFA, personne ne parle des BAX. Et personne ne parle de SoftBank, M. Masayoshi Son, au Japon, qui est en train de complètement restructurer le tissu économique donc, du Japon. Tout ça, ça veut dire quoi? C'est une société liquide et je reviens dans un instant pour vous expliquer de quoi il s'agit. Mais je reviens sur Twitter. Il y a une dizaine d'années, c'est en 2008, M. Jack Dorsey, ses petits copains et ses petites copines font un hackathon. Et ils décident, voilà, comme ça, de trouver un truc marrant, sympa, et d'inventer une messagerie de 140 caractères à envoyer à ses amis. Bon, écoutez, franchement, entre nous, là, ça ne sort pas de cette salle. Est-ce que vous croyez qu'une messagerie de 140 caractères à envoyer à vos amis, ça correspond à un projet fondamental de l'humanité? Est-ce que vous croyez un instant qu'être dans une chambre de Harvard et de trier les photos des garçons et des filles sexy, ça correspond à un enjeu fondamental de l'humanité? Ça s'appelle Facebook. Et l'autre, c'est Twitter. Et vous pensez un seul instant que Jack Dorsey et ses copains avaient anticipé les printemps arabes? Surtout qu'en Californie, ça ne même pas sur les pays arabes. Un jour, j'étais aux États-Unis dans les années 80 avec un copain marocain. On était post-doc, on travaillait comme des fous furieux, comme tous les post-docs. Et nous étions à bar le soir. Et là, le barman demande « Ah, vous êtes d'où ?»« On est de France. »« Ok. Alors toi, il s'adresse à moi, t'es de Paris. » Alors je ne vais pas vous compliquer les choses. J'ai dit « Oui, Paris. »« Oh, yeah, Paris, France. Ok. » Puis il s'adresse à mon copain marocain, Nordine. Il dit « Toi, t'es d'où ?»« Je suis du Maroc. »« Oh, le gars, il s'en va, il va essuyer un verre. »« C'est où le Maroc ?» Ben, il dit « C'est en Afrique. » Le mec repart. Il revient. « Non, t'es un menteur. »« Pourquoi ?»« T'es pas africain. »« Mais si. Mais non, t'es pas noir. » Voilà la nation qui gouverne le monde. Donc, tout ça, oui, mais attention, je ne dis pas ça sous forme d'anecdote, parce que vous savez bien que ça, ce sont les biais qu'on a dans l'intelligence artificielle. Tous les biais qu'on a sur le sexisme, le racisme, LGBT, etc., aujourd'hui, plutôt que de croire que l'intelligence artificielle, avec le traitement de big data, comme si la loi des grands nombres allait éradiquer tous nos biais, non, c'est faux. Au contraire, ils sont exacerbés. Donc, c'est extrêmement important de constater que ces solutions que vont apporter les intelligences artificielles sont formidables, mais dans certains domaines, j'y reviens dans un instant. Mais attention, l'ignorance, au contraire, c'était très bien dit, il faut de l'intelligence. Hein, vous avez cité Nietzsche tout à l'heure, et puis Gide, eh ben, elle sera toujours là et nécessaire. Donc, je continue avec Twitter. Vous pensez bien que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes n'avaient pas imaginé un seul instant non plus Google Flu. C'est-à-dire que
vous êtes un petit peu malade, vous ne vous sentez pas bien, vous envoyez un petit SMS à travers vos réseaux, à vos copains, vos copines, votre famille. Les autres vous disent « Ah ben oui, mais moi aussi, etc. » Et c'est comme ça qu'on détecte maintenant l'émergence des épidémies, ou des maladies en tout cas, un peu épidémiques, bien avant que les gens aillent se faire soigner. Ils n'avaient pas imaginé un seul instant, évidemment, les algorithmes automatiques d'analyse des opinions des gens sur les valeurs de la City qui se sont emballés et qui nous ont valu la crise financière de 2008. Et ils n'ont pas envisagé un seul instant, bien évidemment, les fake news. Ces fake news, avec le scandale Facebook et Cambridge Analytica, qui mettent en danger nos démocraties. Ils n'ont pas pensé ça une seconde. Et c'est ça, ce monde darwinien. Alors à propos de néologismes pour les fake news, à sortir dans les dîners en ville, c'est les tromperies. Et en hommage à Mme Conway, qui est sa conseillère pour la communication, les Conwery. Sauf qu'on est obligé de légiférer là-dessus. C'est ça, le monde darwinien. Les mondes darwiniens, c'est des mondes dans lesquels émergent des idées, des techniques, des processus qui ne correspondent pas du tout à un besoin identifié par la société. S'ils ne sont pas sélectionnés, c'est pas grave, ça ne change strictement rien. Si c'est sélectionné, ça peut changer le monde. Et vos gènes, c'est ça. Vos gènes mutent, se recombinent. Ils ne répondent pas du tout, je ne parle pas d'épigénétique, je parle des gènes, ils ne répondent pas du tout à un besoin de l'environnement. Si ces mutations et leurs effets ne sont pas sélectionnés, ça ne changera rien pour vous. S'ils le sont, ça peut changer beaucoup pour vous, dans un sens comme dans l'autre. Et évidemment, ça peut changer une population et son adaptation. Et ça, malheureusement, dans le pays qui s'appelle la France et l'Europe continentale en général, on ne pige rien à Darwin. Or, Darwin, ce n'est pas la loi du plus fort, c'est complètement stupide, ça n'a jamais été ça. Ça s'appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle veut dire une chose dans les stratégies d'innovation et du design thinking qui sont extrêmement importantes. Ça veut dire que c'est favoriser les variations les plus aptes à un moment donné. Sélection, ça ne veut pas dire élimination. Et si vous avez compris que face à un monde inconnu, il faut de la diversité, et c'est le génie de Darwin, pour répondre à ce monde que nous modifions nous-mêmes, eh bien effectivement, vous serez les leaders demain. Si vous ne comprenez pas Darwin, vous serez les chimpanzés de demain. C'est aussi simple que ça. Hier, j'étais avec les gens de Soprasteria, justement, et on parlait donc de projets comme ça qui sont en train de développer. Peut-être leur donner un petit coup de main, on verra. Mais en attendant, c'était très intéressant puisque ce leader, en tout cas ce manager de l'innovation, il disait oui, on essaie de trouver des solutions nouvelles, etc. Et il emploie ce terme, c'est absolument incroyable. Il dit, mais j'ai dit à mes collaborateurs, collaboratrices et à tous nos partenaires que nous allions connaître des échecs. Je dis pourquoi échecs? C'est pas parce qu'une idée et son développement ne rencontre pas son innovation, donc on passe de l'invention à l'innovation, qu'elle ne rencontre pas son application, que c'est un échec. On n'est pas dans le monde de la marque, on n'est plus dans le monde des ingénieurs. C'est-à-dire que je respecte beaucoup, parce que j'ai une formation d'ingénieur en plus, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déployer des idées sans forcément se préoccuper de ce dont à quoi ça peut servir. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que l'idée est bonne et mauvaise en soi, pas du tout. Ça veut dire qu'elle n'a pas rencontré son innovation, son application. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas servir plus tard. Donc c'est une stratégie radicalement différente qu'on retrouve dans les méthodes du design thinking ou des méthodes agiles. C'est-à-dire on ne peut pas aborder le monde d'aujourd'hui dans l'idée d'avoir des innovations peut-être de rupture sans, en effet, avoir une véritable conception de ce que sont les innovations de type darwinienne et les innovations de type lamarckienne de Jean-Baptiste de Lamarck, qui est l'innovation créatrice. Et c'est les deux. Et s'il y a des managers dans ces salles, vous ne plantez pas. Parce que le design thinking, c'est sympa, mais ça ne s'applique pas dans tous les domaines, dans tous les marchés. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est très complexe, c'est ce que nous disait Larson, nous sommes dans des mondes dans lesquels, effectivement, on n'attend pas une solution, mais dans lesquels, en effet, des idées, des applications qui ne coûtent pas cher peuvent bousculer le monde. Comment, ça a été dit tout à l'heure, les technologies changent nos sociétés? Eh bien, je pense que les noms vous sont connus. Je parle de deux professeurs du MIT, qui sont M. Eric Brinjeffelson et M. Andrew McAfee, qui sont les auteurs donc, du second âge des machines et du dernier livre qui est sorti il y a quelques mois, les deux traduits chez Odile Jacob, qui sont donc Machine, Plateforme et Foule. Les foules, donc. Et là, il y a une analyse de MIT, ce n'est pas dans ce livre, hein, qui est intéressante. On a regardé d'où vient le changement de nos sociétés actuelles. Et on a cherché des tas de raisons. Politique, économique, environnementale, géopolitique, bien sûr, tout ça joue un rôle, je vous l'accorde. Mais une fois de plus, on avait négligé les technologies.
Et c'est pour ça que je me suis permis de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait il y a plus d'une trentaine d'années. On n'a pas vu arriver le truc. Franchement, on n'a pas vu arriver le truc. Personne ne l'a vu. C'est l'arrivée de la micro-informatique. En gros, il y a 35 ans, qui pouvait s'acheter un micro-ordinateur? C'était les entreprises, les universités, les laboratoires et les gens qui en avaient les moyens. Et ça a pris 20 ans pour que la micro-informatique se généralise dans les entreprises et bien sûr à domicile. Ensuite, ça a été les tablettes, vous le savez. Mais tout ça, c'est une transition rapide. Néanmoins, on n'avait pas mesuré l'impact sur la société. Quand je vous parlais des 30 Glorieuses tout à l'heure, et vous le savez bien par vos familles, vos histoires familiales récentes, lorsqu'on fait des familles dans les classes dites populaires, où les gens ne sont pas moins intelligents qu'ailleurs, mais ont moins d'instruction selon nos standards académiques, mais ne sont pas moins intelligents, en général, on pousse les jeunes à faire des études Bac+2, Bac+3, donc des métiers techniques. Or, les métiers techniques, ce sont les premiers à être investis par les nouvelles technologies. Tiens, au passage, les jeunes dans cette salle, vous ne verrez jamais quelqu'un de ma génération cliquer comme un malade. Vous savez pourquoi? Eh bien, je vous engage à faire une journée sur un Apple IIc. Vous cliquez trop vite, vous perdez tout votre fichier. Je peux vous dire que ça vous dresse rapidos. Donc, on n'est pas des archaïques, on n'a pas connu le même monde. D'accord? C'est pavlovien, je vous l'accorde, mais voilà. Donc là, attention. Dans le discours intergénérationnel, il faut prendre des précautions, on n'a pas le même vécu. Hein. Mais revenons donc à cette histoire de micro-informatique. Il y a eu un double phénomène, c'est qu'effectivement les métiers de techniciens, en partie bien sûr, ont été accaparés par la micro-informatique, et autre phénomène, la mondialisation. Et très rapidement, à partir des années 90 et jusqu'au début des années 2000, on a eu un mouvement absolument généralisé, absolument énorme à l'échelle mondiale, qui fait que, bien sûr, les pays dits émergents, aujourd'hui, sont au même niveau que nous, et ça va extrêmement vite. Et ça, on ne l'a pas vu venir. Alors, voilà. Pourquoi on s'en est aperçu? Ben, c'est justement le smartphone, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais ça, justement, vous avez, vous-même, on vous a offert, vous avez acheté un moyen de production individuelle, on appelle ça le BYOD, Bring Your Own Device, dans les entreprises, qui peuvent modifier vos activités professionnelles, bien sûr sociales, ça vous êtes au courant, mais évidemment, si ça marche bien, pour une application à l'ensemble de marché. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui dedans. Alors maintenant, intelligence animale, intelligence artificielle. D'abord, les philosophes n'ont aucune définition de l'animal. Pour eux, l'animal, c'est ce que n'est pas l'homme. Et ça nous emmène tout droit dans de gros ennuis. Quand Marvin Minsky et John McCarthy, en 1955, écrivent une lettre adressée à l'Institut Rockefeller pour créer, l'année suivante, en 1956, la première conférence sur l'intelligence artificielle, le terme vient de là, effectivement, ils disent qu'en effet, l'idée, ce serait peut-être, qui émerge d'ailleurs des travaux d'Alan Turing, l'article fondateur de 1950, ils disent qu'en effet, on pourra créer des machines qui seront capables de résoudre résoudre des problèmes grâce à l'intelligence qu'on pensait exclusivement humaine. Ah. Monsieur Charles-Édouard Boué, je vous conseille de lire ce livre, il est excellent. Monsieur Charles-Édouard Boué est le CEO du cabinet Roland Berger. Il a écrit un livre avec François Roche qui s'appelle « La fin de l'Empire humain ». Vous avez une très belle description de tout ça. Et il dit lui-même, pourtant c'est quelqu'un de brillantissime, mais il dit « on n'a pas besoin de comprendre les intelligences animales parce qu'effectivement l'intelligence n'est que humaine ». Je peux vous dire, ça fait péter de rire les chimpanzés, ce truc. D'ailleurs, il y a une blague qui aime bien les chimpanzés, c'est que l'homme descend du singe. Ils sont morts de rire. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, le seul qui parle d'intelligence animale, c'est M. Yann Lequin. Vous savez qui est M. Yann Lequin, il est français, mais il dirige le laboratoire FAIR d'intelligence artificielle de Facebook. Et lui, il a compris qu'effectivement, il y a d'autres formes d'intelligence, comme il y a plusieurs formes d'intelligence animale. Donc voilà, d'un point de vue culturel, nous sommes restés cartésiens. Nous avons énormément de mal à comprendre les intelligences animales. Et bien, je peux vous dire que nous allons mal comprendre les intelligences artificielles, d'où l'angoisse sur les revues, dans les émissions de télé, où on dit « Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme ?» Mais d'où vient cette crétinerie? Ben, c'est parce qu'on n'est pas capable de comprendre les intelligences des autres qu'on est justement angoissé quand on crée des intelligences. Donc il faut qu'on sorte de nos ontologies fondamentales. Pardon pour le terme savant, mais j'y reviens dans un instant avec les Japonais. Donc, le monde qui vient des intelligences artificielles, c'est un monde qui nécessite de l'anthropologie, de la philosophie, de la sociologie, et évidemment, les chercheurs et les merveilleux ingénieurs. C'est indéniable. Donc ça ne va pas se faire que d'un seul côté, cette affaire-là. Et
dès le départ, quand s'est développée l'intelligence artificielle dans les années 60, c'était le grand espoir. Marvin Minsky avait dit que ça va être réglé en 10 ans, cette affaire-là. Et puis, il y a quand même un monsieur extraordinaire qui s'appelle Hans Moravec, qui est assez âgé maintenant. Et Hans Moravec avait dit, attendez, l'intelligence artificielle, ça va nécessiter des puissances de calcul énormes et beaucoup de données. Déjà, il dit ça dans les années 70. Et à partir de là, c'est assez troublant, parce qu'il y a eu deux approches sur l'intelligence artificielle, grosso modo. Celle qui consistait à imprimer, comme je vous le disais, l'intelligence humaine, notamment par le langage. Et ensuite, on a travaillé sur les logiques mathématiques. Et ça n'a pas marché. D'un autre côté, l'histoire structurelle, l'analogie structurelle avec le cerveau, qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels par couche, eh bien, dès le départ, ça a été mis en place. Les principes du machine learning sont connus depuis la fin des années 50. Simplement, ça n'a pas bien fonctionné non plus. Mais de l'autre côté, chez les chimpanzés, tiens, on a voulu faire la même chose. Ça, c'est pas connu. Donc, on a voulu leur apprendre le langage gestuel. Vous savez qu'il y a un gorille qui vient de mourir, qui s'appelait Coco, là, qui connaissait 1000 mots. Et là, on a fait la même chose. On a voulu apprendre notre langage. Ça n'a pas marché. Et il y a eu une crise épistémologique majeure, c'est-à-dire la manière de conduire le développement des connaissances, une crise épistémologique majeure dans les années 70. On a tout arrêté. Il n'y a plus de financement, notamment de la DARPA, pour l'intelligence artificielle. Il n'y a plus de financement pour l'intelligence animale. Et là, tout ça est reparti tranquillement dans les années 80. Et aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux les intelligences animales qui sont évidemment pour les chimpanzés identiques aux nôtres, ça c'est très clair, et les intelligences artificielles. Pourquoi ça éclate d'un coup? Mais ça, je ne fais que reprendre l'expression de M. Jack Ma, donc le CEO et cofondateur de Alibaba. Il a dit aujourd'hui, et même les spécialistes d'intelligence artificielle, Yann Lequin et les autres, les gens de Toronto, les gens du Québec, il y a des gens formidables par là, mais aussi les Japonais, ils nous disent, voilà, même nous, on ne s'attendait pas, lorsqu'on a fêté les 50 ans de la conférence de Dartmouth College sur la première conférence donc, de l'intelligence artificielle, on était en 2006, même les protagonistes n'imaginaient pas l'explosion que nous sommes en train de connaître. Mais pourquoi? D'abord, puissance de calcul, la fameuse loi de Moore, une nouvelle carte graphique qui sont utilisées maintenant, une nouvelle carte d'ailleurs qui a été mise sur le marché il y a quelques mois par Google, si je ne me trompe. Troisièmement, les data, donc l'explosion exponentielle et massive, donc les données. Et troisièmement, les algorithmes, évidemment. Les algorithmes. Évidemment, ça ne sert à rien d'avoir des datas, il faut savoir les traiter. Et ça, les algorithmes sont un enjeu absolument majeur. Donc, voilà cette explosion depuis... alors évidemment, ça a résonné quand AlphaGo de DeepMind, qui appartient à Alphabet maintenant, a battu M. Louis Sedol au jeu de Go. Et alors du coup, tout le monde s'angoisse. Ah oui, attendez, le jeu de Go, quand même, c'est compliqué. C'est 10 puissance 17 combinaisons possibles, mais les ordinateurs, de toute façon, ça, ils n'ont rien à foutre. 10 puissance 17, ils savent faire. C'est pas le problème. L'autre chose, ça a été, en effet, aux échecs, auparavant, ça c'était en 97. Alors, évidemment, ce sont des jeux compliqués, ce sont des jeux qui demandent de l'intelligence. Les joueurs d'échecs sont des gens brillants, comme on a eu tout à l'heure sur scène un musicien absolument brillantissime. Donc, alors quand des machines commencent à être meilleures que nous sur les jeux de Go et les jeux d'échecs, on se dit « Ah merde, ils vont quand même nous damer le pion, ce qu'elle veut dire dans tous les domaines. » Non, ça c'est le paradoxe de Moravec. Et ça, c'est là qu'il est intéressant de revenir sur comment notre intelligence a évolué. Notre intelligence a évolué d'abord parce que nos ancêtres grands singes, qui vivaient dans les arbres il y a 16 millions d'années, notamment en Europe. Il y avait des grands singes en Europe, dans le sud de l'Europe notamment. Ce n'est pas les Espagnols, hein, c'était des grands singes il y a 16 millions d'années. Hein. Et là, en fait, ils deviennent grands et ils apprennent à se redresser. Donc ils apprennent à vivre dans un espace à 3 dimensions, ce qui amène au développement d'un cervelet énormissime. Nous avons le cervelet le plus développé. Et en fait, notre intelligence va coévoluer avec des espaces en 3 dimensions dans lesquels, si nous loupons une branche, eh bien, notre vie est remise en cause, donc naissance de la conscience, des groupes sociaux, conscience sociale, émotions, enfin tout ce que vous connaissez, ce que vous faites, sauf que vous êtes moins à l'aise dans les arbres que nos ancêtres. Mais grosso modo, tout ça vient de là. Et puis on sait qu'aujourd'hui, avec coévolution, le microbiote, ce que nous mangeons, nos relations affectives participent aussi de notre cognition. Tout ça est intégré. Et quand on relit les commentaires, assez intéressants d'ailleurs, de Yann Lequin et autres, ils disent dans les années 60, on avait une crise, notamment la robotique, qui avait commencé évidemment à prendre le courant de l'intelligence artificielle telle qu'elle s'exprimait à l'époque. Bon, on s'est aperçu que c'était compliqué. Et que nous dit le paradoxe de Moravec? En gros, mesdames et messieurs, rassurez-vous. Les machines font plus facilement des choses compliquées que des choses simples. À fond, les choses compliquées plus facilement que les choses simples. On est en train de regarder le foot actuellement. Écoutez, les machines peuvent nous battre au jeu de Go, peuvent traiter beaucoup de données, et j'y viens dans un instant sur l'adduction. Mais le jour où je verrai un
robot humanoïde, battre mon petit-fils de 4 ans au foot, là, je commencerai à me dire, on va avoir un sacré bouleversement. Regardez les compétitions qu'organise la DARPA, qui est le département de recherche avancée de l'armée américaine, qui finance tout ça aujourd'hui. Ils ont pris des robots humanoïdes, donc des soldats. Ils devaient avancer, ouvrir une porte, descendre 3 marches. Il n'y en a pas un qui a franchi la porte. Alors évidemment, quand vous regardez les annonces de Boston Robotics avec ce robot anthropoïde là, qui fait des pirouettes, etc., je peux vous dire qu'il a réussi qu'une fois le coup. Hein. Mais ça avance. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notamment pour les entrepreneurs qui sont ici, les chefs d'entreprise, les managers, les leaders de l'innovation, les étudiants, mes collègues, etc., il faut bien comprendre ce que sont ces différentes formes d'intelligence artificielle. Et ce qui est quand même troublant, c'est qu'on présente toujours avec des robots humanoïdes. Or, la part de l'intelligence artificielle aujourd'hui, en termes de recherche et d'application qui est dédiée aux robots humanoïdes, c'est peanuts par rapport à ce que déjà nous avons dans nos ordinateurs et bien sûr nos smartphones et nos tablettes. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais de se focaliser que sur les robots humanoïdes, ce n'est qu'une petite partie de l'ampleur de l'écologie technologique qui se met en place avec les intelligences artificielles. Donc, aujourd'hui, il y a des études qui disent « Attendez, on va perdre notre job, ça va être la fin du travail. » J'ai encore 8 minutes, c'est ça, non? Enfin, je cale sur le prompteur, hein. Vous me dites hein, si je dois faire plus court. Mais, nous, les paléontologues et le temps, c'est un sacré truc, hein. Un jour, quelqu'un me demande l'âge de Lucie. Je lui dis 3 100 000 ans. Oh, avant ou après Jésus-Christ? Prenez votre temps. Hein, mais... Donc, j'essaie de garder les 8 minutes pour ma conclusion. Du coup, je suis un peu troublé. Alors, oui, voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas les métiers qui vont disparaître. Il y a des études là-dessus. Bon, ce qui vont disparaître, je vais être très clair tout de suite, c'est les métiers de garçons. Les métiers de conduite des machines, qui vont être pris par l'intelligence artificielle. Il suffit d'appuyer sur le bouton, les trains de camions, c'est bientôt près sur les autoroutes, ça se fait aux États-Unis, dans le nord de l'Europe. Donc les métiers autour des bateaux, de conduite des machines. Ce n'est pas pour rien que ce sont les groupes qui manifestent le plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, leurs métiers sont directement menacés. Mais pour les autres métiers, non. Ce sont les tâches qui vont changer. Or, l'intelligence artificielle, je vous rassure tout de suite, fait déjà des choses mieux que nous. Ce qu'on appelle l'induction. Il y a 2 façons de résoudre des problèmes, qui sont la déduction, le modèle hypothético-déductif. Alors ça, nous, surtout les Français cartésiens, on est super bons là-dessus. Donc créativité, trouver des hypothèses, les tester, et ça, on continue. Et là, pour l'instant, les machines ne savent pas le faire, sauf si on dédie des programmes spéciaux pour faire ça. Ce qui se fait, bien sûr, depuis longtemps. Mais pas d'elles-mêmes. Elles n'apprennent pas elles-mêmes, on leur apprend tout. Et puis maintenant, il y a l'induction, c'est-à-dire traiter des données massives. Avec les différentes formes d'intelligence artificielle, grosso modo, pas de panique, c'est des droites de régression des moindres carrés, sauf que c'est un peu plus compliqué derrière. Et les machines, c'est des choses qu'on peut faire, c'est tout simple, sauf que ces machines font en quelques secondes ce que nous, il nous prendrait 30 ans. Et capter des données. Derrière maintenant, donc c'est ça. Donc il va falloir redéfinir ce que les machines font mieux que nous, dédier ce qui est de l'ordre de l'automatisation, ça on sait faire depuis les ordinateurs, ça on sait faire depuis 50 ans, mais aussi regarder ce que, justement, en traitement de données, de nouvelles corrélations qu'elle peut mettre en place, qu'on pourrait trouver, parfois difficilement, qui nous prendrait beaucoup de temps, et c'est déjà donc ce qu'on appelle l'intelligence augmentée. Donc, ne réfléchissez pas au monde qui vient en termes de remplacement. C'est un monde nouveau qui se met en place avec une nouvelle forme d'intelligence. Et comment on va redéfinir au sein des entreprises les tâches qui font être de l'ordre de l'intelligence artificielle. En automatisation, c'est évident. Comme le disent les informaticiens, une tâche manuelle ou intellectuelle que vous faites 2 fois, c'est pour les machines. C'est clair. L'autre chose, c'est quand même ce qu'on appelle le cognitive insight, donc le management cognitif, c'est comment on est capable d'extraire des données à l'intérieur de l'entreprise avec des choses, des corrélations qu'on ignorait, sortir des silos, bien sûr. Et troisièmement, évidemment, ensuite avec les autres entreprises, le marché et les clients. Donc ce sont les 3 grandes étapes sur lesquelles, évidemment, les intelligences artificielles agissent déjà. Mais il faut un projet, il faut non pas un business model, mais une vision des choses. Comprendre ce que peuvent faire ces machines ou pas. C'est pour ça que le cabinet McKinsey, c'est en ligne, hein, vous pouvez aller voir, ils ont fait un Executive Guide for AI. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent d'animaux sans savoir ce que sont les animaux, ils parlent d'intelligence en confondant avec la cognition, et d'autres qui parlent de machines intelligence artificielle sans savoir ce que c'est. Dans le monde qui vient, vous avez intérêt de savoir ce que sont les intelligences animales et les différentes formes d'intelligence artificielle pour mieux effectivement redéfinir de nouvelles formes de collaboration et développer notre intelligence, évidemment. Notre QI s'est développé de manière considérable, je vous l'ai dit tout à l'heure, après les 30 Glorieuses. Eh bien, aujourd'hui, il ne faut pas substituer.
à cela, il faut créer de nouveaux espaces. Et si grâce à ce genre de réunion, mais il y a beaucoup, heureusement, évidemment, nous allons être un peu plus sereins, mais pas d'illusion, ça va changer très vite, et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque, en effet, ce que je crains beaucoup, en partie dans les changements de société actuels, c'est ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes. Ah, c'est quoi le syndrome de la planète des singes? C'est dans aucun des films, même celui de 68. Il faut pour ça lire la nouvelle de Pierre Boulle. Donc il y a 2 livres à relire, hein. Frankenstein, le Prométhée moderne, et Pierre Boulle, La planète des singes, pour voir un petit peu où on va. Eh bien, sur la planète des singes, les hommes et les femmes ne parlent pas. Et les scientifiques chimpanzés, donc hop, ont chopé une femme qui ne parle pas normalement, ils la mettent dans le laboratoire et ils extraient sa mémoire profonde, ce qu'on dirait le disque dur chez nous. Et là, par une sorte de psychanalyse hypnotique, cette femme dit ceci. Oh, tout allait pour le mieux sur la planète Soror. Nous avions les machines qui produisaient les biens et les services dont nous avions besoin. Et par ailleurs, nous avions domestiqué les grands singes qui veillaient au service, au plus près des personnes, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, les services les plus attentifs et délicats autour de nous. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs intellectuellement et physiquement. Même les livres enfantins ne nous intéressaient plus. Et pendant ce temps, ils nous observaient. Mesdames et messieurs, je vais être très clair. Le vrai danger des machines et de l'intelligence artificielle, ce n'est pas les machines et l'intelligence artificielle en soi. Le vrai danger, c'est que nous nous laissions aller vers le confort, à la substitution. Que nous cessions de faire ce qu'a fait l'évolution de la lignée humaine depuis 2 millions d'années. Nous soyons capables, nous abandonnions les relations sociales, les relations de créativité, les relations artistiques, tout ce qu'on a vu tout à l'heure et entendu de manière merveilleuse. C'est ça le véritable danger. C'est ça le syndrome de la planète des singes. Et j'en parle dans mon avant-dernier livre, qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots. Je suis désolé, mais une moitié aujourd'hui de la population humaine est déjà dans le danger du syndrome de la planète des singes, obésité, sédentarité, perte de libido, qu'on a connu mes 68 comme moi, c'est un peu surprenant quand même, féminisation par les hormones, pollution, perte de fertilité chez les hommes, perte de dynamisme physiologique, perte de robustesse. Vous savez qu'il y a une nouvelle catégorie d'humains qui est en train d'apparaître qu'on appelle les smombies. Vous savez ce que c'est que les smombies? C'est une contraction entre smartphone et zombies. Donc l'évolution de l'homme, ça n'a jamais été ça. Par contre, la malévolution, ça, on y va. On appelle ça les deck-neck. De plus en plus des milliers d'opérations parce que les jeunes hommes et les jeunes femmes, qui sont la première génération qui a toujours été penchée, n'ont plus les muscles de la nuque assez solides pour se tenir correctement. Je vous ai dit, on est très plastique. Et aujourd'hui, il y a une partie des jeunes dans le monde hyper connectés, les millennials, qui sont brillants, qui parlent anglais, qui sont dans les technologies, qui sont créateurs, qui sont start-upers. Ceux-là et celles-là, ils sont absolument géniaux. Ça va très vite. Mais il y a une autre partie qui ne va pas bien. Qui ne va pas bien parce que se sont abandonnés par ce monde qui arrive. Et mesdames et messieurs, on ne va pas pouvoir arriver dans le monde de demain en laissant la moitié de l'humanité en dehors d'un côté ou de l'autre de la fracture donc numérique. Il faut que nous ayons conscience de cela, parce qu'effectivement c'est un enjeu pour l'avenir immédiat de l'humanité. Et attention aux biais. On ne peut pas se passer de la moitié de l'intelligence de l'humanité. J'aime beaucoup M. Jack Ma, qui était extrêmement actif, qui parle de she culture, donc la culture des femmes. Aujourd'hui, attention, l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, parce que les datas, ce n'est pas des données, il faut les traiter, c'est dans vos entreprises. Donc l'analyse des données, c'est au cœur de ma discipline aussi, ce qu'on appelle la systématique. Les datas, ce n'est pas des données, ça doit être indexé. Les algorithmes, ce n'est pas des magiciens, il faut les contrôler. Et à partir de là, si on est capable de comprendre les intelligences artificielles, ce qu'elles peuvent faire ou pas faire, et derrière un minimum les enjeux en termes de traitement qui sont derrière, effectivement le monde demain sera formidablement ouvert. Sinon, effectivement, ça sera d'un autre côté le risque pour une partie de la population au niveau mondial du syndrome de la planète des singes. Mesdames et messieurs, l'évolution n'est jamais donnée. Nous en sommes les acteurs et j'espère que, évidemment, vous serez de beaux grands singes chimpanzés numériques du futur. Merci. Merci infiniment, Pascal. Voilà qui ouvre parfaitement bien ce Summer Festival.